Alors je pense que Marine, ça va être à toi l'honneur. Eh ben, bonsoir à tous, donc moi je suis Marine, je suis PM, donc j'ai eu un parcours assez complet, j'ai commencé comme PM en start-up. Ensuite j'ai été PM coach produit en agence et depuis 1 an je suis PM en grand groupe. Voilà, donc j'ai vu un peu toutes sortes d'entreprises et c'est assez intéressant de voir les différences qu'on peut avoir entre ces différents environnements. Donc j'ai commencé chez Commanders Act, qui est une start-up qui bosse dans les sujets de data analytics. Ensuite, j'étais chez The Tribe Nantes, qui est une agence qui travaillait plutôt pour des start-up et des entrepreneurs, mais qui progressivement a fait le pari de travailler sur des plus grosses entreprises. Et puis, depuis 1 an, donc, je travaille chez Carrefour, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, mais je pense que tout le monde connaît Carrefour. Vas-y, Jérémy. Merci. Alors pour ma part, j'ai passé quelques années dans des grands groupes, plutôt industriels, donc environ 11 ans, donc société ABB, donc dans le domaine de l'énergie, Atlas Copco, donc, qui est dans le domaine de l'outillage, et puis un petit peu plus petit, Manuel Hydraulics, donc dans le domaine de l'hydraulique. C'est ce qui m'a permis aussi de passer de fonctions plutôt orientées marketing vers des fonctions réellement de PM. J'ai passé également 2 années en tant réellement que PO, 1 an chez Bell au Canada, donc Bell non pas le fromage mais bien les télécommunications, et puis donc France Travail, à l'époque ça s'appelait encore d'ailleurs Pôle Emploi. Et depuis fin 2023, donc je travaille maintenant chez Habile, qui est une petite ESN, donc environ 150 personnes, qui justement est basée entre autres sur Paris, Lyon, Bordeaux, et puis également au Japon et au Canada. Et chez eux, en fait, j'occupe ce rôle de PMPO et également je gère la partie projet forfait. Donc j'ai tout le temps 3 ou 4 projets différents en parallèle. Ce soir, on a réfléchi un petit peu avec Jérémy et on s'est dit faire du produit en grand groupe, c'est un petit peu comme, ou dans une grande entreprise, c'est un petit peu comme rénover une maison, une vieille maison, qui a beaucoup de charme, mais qui a aussi plein de choses qui sont cassées, qu'il faut rafraîchir, qu'il faut rénover. Et du coup, on a vraiment décidé de faire le parallèle toute la soirée entre la construction, enfin la rénovation d'une maison et puis faire du produit en grand groupe. Et ça commence comme ça, avec des trous dans le toit parfois. C'est des belles maisons, mais qui ont vécu. Et du coup, quand on veut apporter une touche de modernité, il faut d'abord commencer à réparer certaines choses. Tout à fait. Carrefour. Alors, du coup, j'ai trouvé ça marrant, j'ai trouvé la photo d'un des premiers carrefours qui ont été construits. C'est une entreprise qui a 60 ans, c'est pas si vieux que ça, mais qui a énormément grossi, qui fait partie aujourd'hui du CAC 40, qui est présent dans plus de 30 pays, qui emploie plus de 300 000 collaborateurs dans le monde. C'est un des premiers employeurs en France. Donc c'est un énorme groupe qui a fait plusieurs milliards, plus de 80 milliards d'euros de CA en 2019. Et la particularité de Carrefour, c'est qu'on travaille avec plusieurs formats de magasins, des hypermarchés, des supermarchés et des magasins de proximité, qui sont les Carrefour Market, Carrefour City, que vous pouvez voir à l'intérieur des villes. Donc on a des défis très différents sur ces 3 types de formats. Alexandre Bompard, qui est notre PDG, a pris la parole il y a quelques temps pour présenter le plan stratégique Carrefour 2026. Et un des axes principaux de son plan stratégique, c'était relever le défi de la transformation digitale. Parce que Carrefour, c'est une entreprise qui ne vient pas du digital. C'est une entreprise retail qui travaille plutôt sur l'alimentaire. Et il y a un virage à prendre qui a été le virage du digital. Donc à la fois développer tout l'axe e-commerce, les drives, etc. Mais aussi travailler à développer le digital au sein de toutes les pratiques de Carrefour. Donc c'est un gros défi pour une entreprise qui ne vient pas de ça à la base. Et du coup, ils ont mis en place, il y a un rêve Carrefour, c'est la Digital Retail Company. Donc faire une entreprise retail digitale qui repose sur 4 piliers principaux.
Bon, tout en haut de la maison, vous pouvez voir, on a la vision produit, la vision d'entreprise. On a des équipes produits qui vont porter cette vision. Et les principaux piliers de cette vision, ce sera le 4 in a box. Le 4 in a box, c'est un travail d'équipe entre métier, technique, produit et design. On a l'habitude de parler de produit, design, tech, mais on a moins l'habitude d'avoir le métier dans cette réflexion-là. Or, Carrefour, même si c'est quelque chose qui parle à tout le monde, on a au quotidien des règles métiers très difficiles et il y a vraiment une expertise à bien maîtriser. Et donc, on a chez nous des référents qui connaissent très bien les particularités de leur métier. On a également axé ce rêve digital sur le fait de dérisquer ce qu'on va développer. Ils ont mis en place, il y a quelques années, enfin c'est assez récent, ça fait quelques mois, ils ont mis en place des phases de discovery importantes avant de lancer des projets. Et on travaille notamment avec la méthode Focused de Rémi Guyot et Tristan Charvia. Et donc on a vraiment à cœur de faire de la discovery et pas juste se lancer dans des phases de développement de plusieurs années. On essaie de mettre en place aussi, c'est pas évident et surtout d'une équipe à l'autre, c'est assez hétérogène, mais on est en train de mettre en place des OKR de façon à pouvoir être drivé par des objectifs financiers. Donc c'est plus ou moins présent selon les services, mais en tout cas on tend vers un alignement de tous les secteurs vers ça. Et puis l'idée c'est de s'améliorer continuellement, donc de développer, déployer continuellement. Voilà, donc ça c'est les principaux éléments de cette Digital Retail Company qui essaie de s'organiser de cette façon-là. On peut poser des questions maintenant ouais, vas-y. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette organisation, à quel pilier, tout ça? C'est au niveau du groupe Carrefour. Il y a des équipes, notamment des équipes techniques, qui définissent ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment une initiative du groupe Carrefour. C'est pas la France qui a décidé ça. Moi, je travaille pour Carrefour France. Et ça, c'est des initiatives qui sont lancées au niveau du groupe et qui sont portées par le top management. Ok. Tac, merci Marine. Donc de mon côté, je vais faire ça assez rapidement. Donc j'ai fait plutôt des médianes pour le coup, pour pas forcément présenter chaque groupe. Donc on est plutôt sur un chiffre d'affaires médian de 15 milliards de dollars, 42 000 employés en moyenne, sachant que la plus grosse entreprise, on est plutôt sur du 100 000. 136 ans également d'existence. Donc il y a tout ce côté historique qui est à prendre en compte également et qu'on retrouve encore beaucoup aujourd'hui dans les entreprises. Et une présence dans 115 pays avec Atlas Copco qui est présent dans plus de 180 pays. Et donc pas mal de différences aussi culturelles, historiques, beaucoup d'acquisitions, de fusions, etc. qui font qu'on se retrouve avec de grosses différences en fonction des pays. Donc, au niveau des défis à relever, typiquement, puis là, je pense qu'on va pouvoir avancer tous les deux là-dessus. En fait, ce qui est assez intéressant dans le déroulé, et c'est ce qui nous a amené aussi sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, en discutant un petit peu tous les deux des problématiques qu'on rencontrait tous les jours, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de points communs, et que ces points communs venaient énormément de l'historique en fait, de la société. Donc, le premier point, c'est justement une forte complexité organisationnelle. On se retrouve assez souvent dans des entreprises qui ont encore une très forte hiérarchie, parfois aussi une sorte de relation entre les personnes qui nécessite tout un tas de validation également, de la communication qui n'est pas toujours évidente entre les personnes, des budgets aussi qui sont parfois alloués sur des business units différentes, pour parfois des projets qui sont transverses avec des objectifs différents également. Donc tout ça rajoute beaucoup de complexité organisationnelle. Je ne sais pas si Marine, tu souhaites aussi… Par exemple, chez Carrefour, la complexité, pour moi, elle se matérialise sur deux axes. La partie management, où en fait, on va avoir plein de business units.
Et donc plein de validateurs, parce que quand on lance un projet, il faut faire valider par telle personne dans telle personne à la supply, telle personne à la marchandise, telle personne au magasin, potentiellement telle personne au e-commerce. Donc il y a énormément de validateurs. Il y a donc horizontalement, il y a beaucoup d'interlocuteurs. Et puis pareil, en termes de vertical, il y a énormément d'échelons dans ces entreprises. Et donc il faut s'assurer qu'à tous les niveaux ça suive et que les décisions qu'on prend en bas, elles soient soutenues et portées par le top management. Donc il y a un gros travail de communication et d'alignement à faire là-dessus qui est, je dirais, une des principales complexités. La deuxième complexité dans ces organisations-là, enfin en tout cas chez Carrefour, c'est l'aspect financier. En fait, on est sur des modèles financiers qui ne sont pas spécialement compatibles avec la méthode produit. On doit, chaque fois qu'on lance un projet, établir un gros dossier qui dit précisément qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le financer, combien ça va coûter, combien ça va rapporter. Et ça, c'est très difficilement compatible avec une culture produit où finalement on tâtonne un petit peu. On va tester quelque chose, on va voir si ça marche ou pas, on va potentiellement retenter autre chose quand on voit que ça ne marche pas. Et voilà, je dirais que c'est là-dessus principalement que moi qui viens de start-up plutôt, j'ai été surprise. C'est beaucoup de strates de validation et puis un modèle financier qui est assez incompatible finalement avec la culture produit. Peut-être juste... C'était peut-être un peu plus... ouais, sur la partie technique, fonctionnelle. Ouais, je ne sais pas pour toi, Jérémy, mais chez Carrefour, il y a des centaines d'applications pour les magasins, pour la supply, pour les utilisateurs finaux. Chaque application, presque une application, un langage, une application, une équipe technique. Et donc, pour arriver à faire communiquer tout ça, on rajoute à ça la dette technique puisque ce sont des applications qui parfois ont 20 ans, 30 ans. Et donc, c'est très, très compliqué d'arriver à faire évoluer et faire bouger ces choses-là. Et puis, on est aussi dans des entreprises où on a des salariés qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, qui ont parfois du mal à accepter le changement, à voir des nouvelles personnes arriver qui n'ont pas connu, comme ils disent, le carrelage et donc le magasin. Et donc, c'est un peu difficile d'arriver dans des endroits où il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, qui ont une culture qui est très ancrée et auxquels on va demander de changer un petit peu la façon de faire. C'est ce que je voulais remonter principalement. Et oui, un dernier truc, chez Carrefour, on a aussi du coup des formats de magasins très différents. Et forcément, les problématiques en hypermarché où il y a des centaines de collaborateurs et les problématiques dans les proximités où il y a en fait 2 personnes et où le gérant fait à la fois la caisse, le remplissage de rayons, la compta, etc., elles sont très éloignées. Et on n'a pas besoin de la même complexité pour les gros hypermarchés et pour les petites proximités. Un élément aussi qu'on avait relevé en commun concernait en fait toute la documentation. Typiquement, on peut la retrouver sur tout un tas de supports différents, que ça soit si on est chanceux de l'Excel, si on est malchanceux, ça va être uniquement du format papier. Donc en fait, on retrouve encore beaucoup de ça. Si on est malchanceux, on n'a rien du tout pour moi. Oui, c'est vrai. C'est dans la tête des gens, la documentation. C'est ça. Et c'est vrai, comme tu dis, dans la tête des gens, typiquement, je l'ai vu beaucoup dans les entreprises industrielles, où on a un bureau d'études, on a une personne à la tête du bureau d'études qui en général est là depuis 40-45 ans, et énormément d'informations passent par cette personne, qui d'ailleurs ne souhaite pas toujours partager les informations et l'historique, parce que c'est un petit peu aussi ce qui permet à cette personne de transmettre les informations, de manager et de diriger en tout cas toujours les produits. Et de rester à son poste aussi dans l'entreprise. C'est vrai, il faut le dire. Donc on a ce point aussi, culture produit souvent comprise. On faisait aussi le parallèle avec la culture projet. On retrouve beaucoup aussi, je l'ai pas mal pratiqué pour le coup, une culture plutôt avec des cycles en V qui sont plutôt liés en fait au côté commercial, cycles de vente qui parfois peuvent être très longs, des accords typiquement qui peuvent avoir lieu et renouvelés une fois tous les 3 ans, qui vont donc donner un budget global sur 3 ans, mais qui va être prévu est précis, mais qui ne va pas impliquer de changement, d'itération, et qui donc va un peu à l'opposé de cette culture produit. Toi, tu as connu aussi, quand on avait discuté, le côté international. Moi, je travaille pour Carrefour France, donc je travaille surtout pour les magasins français, mais j'ai été sur un projet international, et c'est vrai que d'un pays à un autre, on a des pratiques différentes, des outils différents.
Et on peut avoir aussi cette complexité-là qui se rajoute. La barrière de la langue parfois aussi. Oui, non, tu fais bien de le mentionner en effet, parce que c'est vrai que niveau international, c'était ma première expérience justement au sein du groupe Atlas Copco. Alors c'est très sympa de se dire on fait des délits avec des personnes un petit peu partout dans le monde, mais il faut venir aussi harmoniser un petit peu le produit. On ne peut pas se permettre de faire uniquement des exceptions par pays, ça c'est clair. Donc il faut réussir à trouver des accords là-dessus. Et puis après en termes de communication, ça peut paraître un petit peu évident aussi, mais quand on travaille avec des équipes, en général, ça se passe forcément en anglais. Tout le monde n'est pas forcément aussi à l'aise en anglais. C'est vraiment le cas, je trouve aussi, des personnes qui sont techniques, qui ont beaucoup de choses à apporter. Mais au quotidien, dans les échanges, il y a également ça à prendre en compte, ainsi que les différences culturelles. Donc en conclusion, il faut s'armer de patience. Ça reflète très bien le quotidien et puis également le long terme dans nos rôles. Juste... S'armer de patience dans le retail avec Carrefour, est-ce qu'il y a une forte pression pour gagner de l'argent rapidement avec la digitalisation Oui, mais en même temps, il y a cette forte pression et cette urgence à développer des projets. Et en même temps, chaque projet, il faut le faire valider par plein de monde. Et il faut s'assurer qu'on ne part pas tout seul dans son coin et qu'il faut embarquer tout le monde. Et c'est là où il faut vraiment être patient, prendre le temps de réexpliquer le projet, d'embarquer les gens au fil de l'eau, parce que sinon, on se retrouve vite tout seul, quoi. Et pas supporté par la hiérarchie. Il faut convaincre. Ok, donc on a souhaité également évoquer les opportunités qu'on peut retrouver. Typiquement, si ces sociétés existent tous depuis un certain nombre d'années, qu'elles ont connu aussi une belle croissance, je pense que c'est le minimum qu'on puisse dire, c'est pour de très bonnes raisons. Il y a de l'existant, il y a une organisation, et donc il serait dommage de passer à côté de ces atouts qu'on peut retrouver et qu'on va évoquer par la suite. Donc typiquement, au niveau de l'industrie, moi j'ai trouvé beaucoup de parallèles avec ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans le monde de l'IT. Typiquement au niveau de la gestion de la production et de l'inventaire. Qu'on soit en fait dans une partie vraiment production-usine, il y a également tout un tas de méthodes qu'on va retrouver. Typiquement, je mentionne ici Kanban, donc ça vient du Japon, Toyota. Ça, on va retrouver encore également ça beaucoup aujourd'hui au niveau de l'agilité. À tout niveau, même au niveau safe, il y a aussi pas mal de combinaisons qui se font là-dessus. Donc ça permet aussi d'avoir un suivi en fait à la fois quotidien et puis avec un certain nombre de méthodes qu'on peut retrouver et utiliser. L'orientation client et utilisateur. Donc c'est vrai qu'il y a eu une époque où on était vraiment plutôt orienté produit. Donc c'était vraiment le produit qui primait. On se disait, tiens, le produit est beau, il y a un certain nombre de fonctionnalités, ça va forcément plaire au client qui va s'adapter. Ça, c'est un mode de pensée qui a existé, mais qui a quand même assez rapidement changé, puisqu'en fait, on avait quand même un certain nombre de tests utilisateurs. Et puis, je trouve que l'industrie a toujours été assez proche de ses clients. Quand je dis clients, ça peut être clients finaux, ça peut être également distributeurs, donc on peut très bien avoir des intermédiaires, avec beaucoup de formation terrain, beaucoup de remontée terrain. Et ça permet aussi de faire déjà des améliorations au niveau des produits et donc des itérations. Donc il y a un parallèle aussi qui se fait assez facilement là-dessus. Au niveau de la collaboration et de la communication, typiquement c'est un petit peu la même chose en usine. Ça m'est arrivé aussi de pouvoir explorer directement les lieux de production. On va retrouver très régulièrement un tableau, avec ou sans post-it d'ailleurs, mais en tout cas on aura un tableau de suivi, ça c'est assez clair. On a également des moyens de communication qui sont mis en place, des canaux. Donc tout ça permet aussi d'une certaine manière, alors parfois de ralentir en effet les process quand il y a des validations, mais également de les accélérer parce qu'en fait si on arrive à convaincre également la bonne personne avec des chiffres, des arguments qui font que, en général ça avance beaucoup plus rapidement. Voilà. L'amélioration continue, donc typiquement le lean, même principe, ça vient aussi du côté industriel. Donc ça, on retrouve beaucoup ça dans les entreprises B2B et industrie.
Je voulais faire aussi un petit focus sur le rôle de responsable qualité. Donc typiquement au niveau de la production, ça c'est aussi une personne qui va venir mettre des indicateurs quels qu'ils soient. Donc il y aura un panneau, on va venir discuter chaque jour avec les équipes de production. Il y aura aussi de la flexibilité au niveau des équipes, donc une certaine autonomie au niveau des ouvriers qui vont par exemple construire en fait une machine. Les rôles ne sont pas forcément fixes. Et puis, au jour le jour, on va essayer de venir améliorer cette production, pas avoir de pertes, voilà, améliorer les process au global. Et enfin, un autre rôle qui m'a rapidement parlé, donc, qui était le rôle de chef de produit. Donc, il faut savoir, le rôle de chef de produit, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 30 aux États-Unis, qui est venu en France un petit peu plus tard, dans les années 60-70, donc toujours dans le domaine de l'industrie, et qui ensuite a switché vraiment côté IT début année 2000 avec l'agilité, avec Scrum. Le chef de produit dans l'industrie, c'est exactement ça. Il va s'occuper de son produit, il va venir faire des itérations sur son produit, des améliorations. Il y a aussi quelque chose qu'on voit beaucoup revenir, je trouve, aujourd'hui dans le monde du product, qui est justement ce côté ROI. C'est exactement ça aussi au niveau du chef de produit, parce qu'en fait, lui va venir maîtriser les coûts de son produit, coûts de production, etc. Donc je trouve qu'il y a un vrai parallèle en fait qui est à faire là-dessus. Et puis un élément qui est assez clé, c'est forcément l'ajout de valeur. Typiquement, on sait très bien que chaque évolution aussi, ça a un coût. Donc il faut venir apporter de la valeur supplémentaire pour l'utilisateur final. De mon côté, j'ai trouvé, par rapport à ce que j'ai pu voir en start-up, beaucoup d'avantages sur le fait qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont présentes. Chez Carrefour, il y a des centaines de milliers de données qui sont déjà collectées et déjà disponibles dans un data lake sur lequel on peut aller, il y a des équipes d'analystes peuvent aller faire des requêtes. Et donc on a tout de suite beaucoup d'informations à disposition, même parfois beaucoup trop. Mais voilà, on a déjà de la matière. Il y a des groupes de travail qui ont travaillé pendant plusieurs années déjà sur certains sujets. Donc quand on arrive par exemple avec le sujet de la rupture produit en magasin, c'est quelque chose qui est travaillé depuis des années et des années. Donc voilà, il y a de la matière, on a des milliers d'utilisateurs existants. Donc moi je travaille pour la partie magasin, c'est-à-dire je travaille pour les collaborateurs qui sont présents en magasin, pour faciliter leur gestion quotidienne. Et donc, en fait, j'ai un vivier de milliers d'utilisateurs qui sont là, que je peux aller voir. Il y a des carrefours partout dans toutes les villes de France. Et ça, c'est inestimable comme valeur. Et puis, on a aussi des experts métiers qui sont très très bons, qui sont là depuis des dizaines d'années chez Carrefour et qui connaissent parfaitement bien leur métier. Et donc, en fait, moi, je me suis dit, il faut qu'on arrive avec beaucoup d'humilité dans ces grands groupes, parce qu'on ne va peut-être pas trouver l'idée révolutionnaire à laquelle personne n'a pensé. En fait, il y a plein de gens qui ont pensé à plein de choses depuis des années. Et donc, ce qu'on va peut-être apporter, c'est une façon différente d'aborder les projets, mais pas des idées nouvelles. Je vous ai mis pour rigoler le board du projet sur lequel si tu peux juste aller voilà. Le board du projet sur lequel on bosse en ce moment avec la designeuse et le lead dev. Voilà, donc là on est sur la phase observe du framework focused. Donc c'est la phase où on va venir collecter de la donnée, regarder ce qui se passe en magasin, faire du shadowing. Là on n'a que la partie data. Et en fait, on a l'équivalent sur les shadowing, les discussions qu'on a pu avoir avec des personnes en magasin, qu'on a pu avoir avec des personnes dans l'entreprise. Et donc, on arrive à des boards Figma qui mettent 3 plombes à se charger parce qu'on a tellement de données que voilà, on en a presque trop en fait. Et je pense qu'on a peut-être 10% des informations qui sont disponibles là-dessus. On a fait un gros travail de recherche, surtout ma designeuse qui aime bien fouiner, elle tombe sur des trucs incroyables, mais je pense qu'on en a 10% là, des informations maximum. Voilà, donc c'est finalement le plus dur, c'est d'arriver à faire un choix parmi tout ça pour prendre des orientations et pour ne pas rester dans la recherche d'informations perpétuelle. Et ça, Rémi Guyot, il le dit très très bien dans les confs qu'il fait, c'est il y a un moment où il faut choisir. Et c'est le choix qui est le plus difficile souvent. J'aimerais bien avoir une petite idée du pourcentage d'acronymes également que tu vas retrouver dans tes datas. Oh là là, je pense qu'au bout d'un an, il y a encore des mots que je découvre parce qu'effectivement, c'est que des acronymes et il y a un mot que tu ne comprends pas à chaque phrase. Ouais. Je confirme. Donc, rénover pour innover, donc conduite du changement. Donc, c'est vrai qu'avec tout ça, on a déjà vu qu'il y avait de l'existant.
qui avait une bonne partie d'existants qui étaient aussi réutilisables, mais que ça ne suffisait pas et que donc il fallait venir avancer, mettre en place certaines règles et puis capitaliser donc sur l'existant. Donc là-dessus, alors j'ai souhaité en particulier parler de 2 points. Le premier point, c'est le feedback utilisateur. Donc on l'a déjà un petit peu évoqué tous les deux. Donc ce qui est très important dans ce genre de grosses sociétés avec un certain nombre d'utilisateurs, c'est de savoir récupérer le feedback. Dans mon cas, côté industrie, ce n'est pas forcément structuré. Donc ça fait que les personnes en fait, peuvent avoir un certain nombre de connaissances, mais malheureusement, on n'aura pas forcément de documentation comme j'ai déjà évoqué. Donc on va venir mettre en place un certain nombre d'éléments qui vont permettre de faire une feedback loop tout simplement. Donc on a le NPS, donc ça typiquement chez Manuli, j'ai mis en place un certain nombre d'outils. Donc le NPS qu'on envoyait une fois par an aux clients qui permettait de venir en fait récupérer un petit peu d'informations là-dessus. Les ateliers clients, donc ça typiquement, il y a eu une refonte complète du site web et puis également l'intégration via API d'un outil de ticketing. Donc pour ça, j'ai profité également de la présence de clients et de distributeurs. Donc on est venu identifier en fait un petit peu des équivalents de super users avec qui on pouvait faire des tests et puis un petit peu plus d'études qualitatives. Donc ces clients sont venus de mémoire d'une quarantaine de pays à peu près dans le monde, sur Nantes, sur Vertou pour être précis. Et puis on a pu échanger avec eux, faire ces ateliers, échanger sur ce qu'eux attendaient en fait d'un site, qui n'était donc pas qu'un site vitrine, de quelle manière on pouvait faciliter un petit peu leur quotidien, etc. Ça a permis également aussi, c'était assez intéressant, de créer un sentiment d'appartenance à une marque pour ses utilisateurs. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de demandes également qui étaient communes malgré les différences de culture, les différences de marché également. Donc ça c'était assez intéressant. Et puis après on retrouve aussi tout un tas d'outils un peu classiques, hein, comme les tests AB par exemple. Ce qui était aussi important, c'était d'être transparent sur les progrès réalisés. Donc typiquement, l'utilisateur, quand on commence à l'intégrer dans ce genre de process, il va s'attendre à ce que très rapidement il y ait des retours et qu'il y ait des modifications. Malheureusement, pour tout un tas de raisons, que ce soit budgétaire, technique, au niveau des équipes, etc., ce n'est pas forcément évident. Néanmoins, il faut communiquer aussi auprès d'eux et c'est l'occasion de venir aussi approfondir parfois certains points. Donc voilà, pour moi, le côté feedback utilisateur, je l'ai vraiment ressenti là-dessus et c'est d'autant plus agréable qu'on arrive à avoir des contacts assez réguliers en fait, avec ces utilisateurs. Je pense que clairement, c'est un des points les plus importants également dans le quotidien du PM. Je souhaitais faire un petit focus aussi sur la partie de delivery. Pour moi, ça a pas mal d'importance. Ça, je l'ai vu beaucoup, typiquement chez Bell, pour qui j'ai travaillé au Canada, où là, j'étais réellement PO. Donc, on travaillait, je reviendrai un petit peu après dessus. Donc, on avait une structure qui était Scrum et Safe. J'étais donc dans une squad de 6 développeurs. Et puis, on avait également en fait 8 squads qui travaillaient globalement sur le même produit. Donc là-dessus, vous imaginez bien que si on ne communique pas, on ne va pas loin, ça part dans tous les sens. Donc il y a tout un tas d'outils et de process qui sont à mettre en place là-dessus. Je reviendrai un petit peu après sur certaines réunions qu'on pouvait avoir, en tout cas dans le cadre de Safe. En tout cas, la communication, c'est un must. Je trouve également qu'au niveau des tickets, il faut être très rigoureux, dans le sens où on arrivait régulièrement à faire des tres amigos, donc avec lead et puis QA. Ça permettait d'avoir des critères d'acceptation également qui étaient en place à chaque ticket, qui étaient très clairs. Là, j'ai pu tester aussi depuis quelques temps la création de tickets avec Mistral. Ça fait gagner beaucoup de temps, très clairement là-dessus. Je pense que, en tout cas pour les critères d'acceptation, c'est un outil qui permet de sortir tout un tas de choix auxquels un POPM et également un QA n'auraient pas forcément pensé. Donc très utile là-dessus. Et puis en fait, ça permet aussi de vraiment structurer en fait la production. Typiquement, les classiques, hein, faire une definition of ready, une definition of done, prendre son temps avec les équipes, communiquer. Ça permet aussi, dans un certain sens, d'avoir de la documentation. Parce qu'en fait, on peut aussi, si on a parfois un petit turnover ou une personne un petit peu clé qui peut pas forcément quitter la société, mais changer d'équipe et donc ne plus avoir forcément le temps de travailler dessus, on arrive à retrouver en fait tout un tas de tickets et d'historiques via cette rigueur.
Donc sur la partie safe justement, donc ça j'ai pu la pratiquer chez Bell et puis également chez France Travail en fait, à Nantes, donc qui a sa DSI. Donc c'était assez intéressant parce que pour le coup, j'ai vraiment pu voir une grosse société qui a également une histoire, qui se retrouve vraiment très avancée en termes d'organisation et d'agilité. Donc le premier point que j'ai pu voir de nos équipes, c'est le leadership côté agile et côté lean. Typiquement, si cette volonté ne vient pas de leader dans l'organisation, il y aura forcément un fail. Donc ça, c'est obligatoire de passer là-dessus. On peut avoir des personnes qui vont être un petit peu équivalent Scrum Master, coach agile, etc. Le premier point, c'est de venir convaincre donc, les décideurs. On a ensuite l'alignement des personnes et des activités. Donc typiquement, ça, on peut le retrouver, et puis j'ai mis un petit schéma sur la droite que je vous laisserai éventuellement explorer, ou vous trouvez en tout cas assez facilement après sur la DocSafe. Donc on a tout un tas de réunions, de rituels. Donc on a typiquement le PI Planning, donc le PI Planning qui a lieu typiquement chez France Travail à peu près une fois par trimestre. De mémoire dans Safe, c'est censé être fait une fois tous les 8 à 12 semaines et qui va permettre justement de venir aligner en fait, les différentes équipes sur des sujets qui sont transverses et également où il y a beaucoup de dépendance entre nos différentes fonctionnalités, voire quasiment produits. On a également des rituels type Scrum of Scrum, puisqu'en fait à un niveau un petit peu plus bas, on a un fonctionnement un peu classique, un Scrum simplement au niveau de l'équipe. Donc le Scrum of Scrum, typiquement, c'est une personne, donc chez France Travail, c'est assez souvent soit le PO, soit le lead dev d'une équipe qui va venir représenter l'équipe et qui va partager les avancements en fait, au cours du sprint, tout simplement, voir également si on avance bien dans la bonne direction, etc. Production et livraison continue, donc ça c'est des éléments qu'on retrouve un petit peu toujours à travers l'agilité, mais qui sont un des piliers de Safe, puisque justement l'objectif c'est que même avec un certain nombre d'équipes, on souhaite quand même continuer d'avancer, de faire des livraisons, des itérations, etc. Donc il y a également tout un tas d'indicateurs en fait, qui vont être suivis. On va retrouver des rôles un petit peu d'équivalent à Scrum Master côté Safe, qui vont en fait venir chapeauter également l'ensemble, organiser par exemple aussi le PI Planning, ce genre de choses. Et bien évidemment, on a le côté qualité qui prime beaucoup. Donc chez France Travail, un gros focus est mis également sur le côté CI/CD, CI/CD, tests, etc. Donc on passe aussi beaucoup de temps là-dessus. Chez Carrefour, il y a une personne, quand je suis arrivée chez Carrefour, qui s'appelle Ben Dupont, qui a été VP Product chez Blablacar, qui m'a dit « T'attaques pas tous les sujets à la fois. Il faut que tu prennes un sujet sur lequel tu vas aller à fond dans… tu vas montrer que la méthode, ça fonctionne, que cette méthode produit, elle a de la valeur sur un sujet. Mais fais pas tout à la fois, quoi. » Et donc, j'ai vraiment essayé d'appliquer ces recommandations et je me suis rendu compte que c'était vraiment comme ça qu'il fallait y aller. On peut pas tout révolutionner du jour au lendemain, c'est pas possible. Donc, il y a des choses sur lesquelles il va falloir respecter l'existant et puis accepter que ça aille plus lentement. Par exemple, moi, je travaille avec une équipe qui gère une application magasin dont je vous parlais, que ça fait plus de 20 ans qu'elle existe, cette application. Bon, on a des sprints de 1 mois. On a ensuite 1 mois de test et après on a des déploiements par phase de pilote successifs. Donc entre le moment où on décide de lancer le sprint et le moment où ça arrive dans tous les magasins, il s'écoule quasiment 3 mois. Et je sais qu'il y a une personne, quand elle est arrivée, elle s'est dit allez, on va mettre en place des sprints de 2 semaines, on va essayer d'être beaucoup plus agile, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Parce qu'il y avait besoin de beaucoup de validation, parce que c'était une application qui est utilisée par tous les magasins. Donc si on fait planter quelque chose, en fait, ça a des impacts énormes sur tous les magasins. Et donc, en fait, on s'est dit, ça, on n'y touche pas. Tant pis, pour l'instant, on est sur des sprints de 1 mois, c'est comme ça. Par contre, on va essayer de travailler peut-être sur les user stories qu'on écrit sur cette appli. Parce que vu que c'est l'appli centrale, tout le monde a des besoins là-dessus. Et en fait, on arrive avec des besoins qui ne sont pas définis, on ne comprend pas l'impact, etc. Donc on s'est dit, on va commencer déjà par avoir une user story claire et puis surtout comprendre le besoin, comprendre la valeur que ça va apporter à l'utilisateur. Et ça nous permettra, nous, de prioriser tel sujet de telle équipe par rapport à tel sujet de telle équipe. Donc on a fonctionné comme ça sur ce projet-là. Et après, en parallèle, je travaille avec une autre équipe technique
qui est beaucoup plus agile, enfin qui a beaucoup moins de contraintes en termes de déploiement parce qu'ils sont sur des applications qui sont moins déployées. Et du coup, avec eux, on s'est dit c'est le bon moment pour tester des choses. Et je vais vous présenter un projet qu'on a mené. Là, on vient de le généraliser aux hypermarchés et on venait en cours de le généraliser aux supermarchés. Ce projet-là, ça peut vous paraître tout bête hein, quand vous voyez ça comme ça, mais dans les magasins, il y a encore beaucoup de papier. C'est quelque chose qui est tangible, qui se transporte, qui se balade d'un rayon à un autre, qu'on peut surligner, annoter. Et donc aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques mois, dans nos hypermarchés et dans nos supermarchés, on demandait aux collaborateurs dans les magasins de venir contrôler des articles dans les rayons. Parce que ces articles-là, ils ne rencontraient pas suffisamment de ventes par rapport à leur potentiel. Donc ils étaient censés aller dans le rayon, regarder dans le rayon, est-ce que l'article est bien présent déjà ? Et souvent, en fait, on se rendait compte que ce n'était pas le cas et qu'il fallait le rapatrier de la réserve vers le rayon. Donc voilà, en tout cas, il y avait plusieurs articles à contrôler. Et notre challenge, c'était on va transformer ce process qui est complètement papier dans un process digitalisé et qui puisse faire ça sur ce qu'on appelle les TR, les terminaux radio qu'ils ont dans les magasins. Donc notre première étape, ça a été donc les problèmes qu'on a voulu résoudre déjà. En fait, leur liste papier là, que je vous ai montré tout à l'heure, sur l'écran d'avant, ils mettaient très longtemps à la charger cette liste-là, parce que les réseaux dans les magasins ne sont pas toujours très bons. Et puis parce que, en fait, on leur envoyait un fichier sur lequel tous les magasins se connectaient, sur lequel tous les magasins filtraient. Donc, on mettait parfois une demi-heure à afficher la liste des articles. Ensuite, il fallait imprimer cette liste d'articles. Et donc là, pareil, ça fait du papier. On n'a pas des imprimantes partout dans le magasin. Donc, sur les grands hypermarchés de plusieurs milliers de mètres carrés, il fallait monter au bureau, imprimer, redescendre dans les rayons. Donc, c'était très chronophage. Les codes barres, je ne sais pas si vous avez vu sur l'écran d'avant, la dame, elle scanne le code barre en mettant ses doigts sur le code barre du dessus et du dessous. Parce qu'en fait, on peut biper le mauvais code barre. Donc, c'était... Voilà. Et puis, en fait, on se rendait compte qu'ils faisaient plein d'allers-retours entre la réserve, le rayon, pour aller chercher les produits qui n'étaient pas présents en rayon. Et puis, qu'il y avait certains produits qui contrôlaient le jour J et qu'on leur reproposait au contrôle le lendemain. Et on s'est dit, on va s'attaquer à tous ces problèmes-là et on va essayer de les résoudre par l'application. Comme ça va pousser les magasins à utiliser l'application. Problème numéro 1, le chargement de la liste. On s'est dit, on va mettre la liste directement sur leurs terminaux radio qu'ils ont toute la journée en rayon. Les codes barres difficiles à scanner, il y a plus de problème puisque je suis devant le produit, je le scanne et j'ai la fiche produit qui s'affiche directement sur la page. Les allers-retours entre la réserve et le rayon, là pareil, on a mis, je ne sais pas si vous voyez ici, un petit onglet « Vérifier en réserve ». Et ça, en fait, on scanne, on épingle son produit et puis on ira plus tard vérifier tous les articles qu'on a épinglés en réserve. Ça évite les allers-retours. Et puis pour les contrôles redondants, en fait, on s'est dit quand un produit il est scanné le jour J et puis qu'il n'y a pas d'évolution sur ce produit-là dans les jours qui arrivent, qu'on a toujours les mêmes paramètres, qu'on a toujours les mêmes alertes, on ne va pas le reproposer au contrôle, on va le masquer. Comme ça, le collaborateur il ne fait pas 50 fois les mêmes vérifications. Si tu peux... Donc, comment on a structuré notre projet? On a déjà commencé par la phase observe du framework Focus. Donc, on est allé vraiment sur le terrain. On a regardé comment travaillaient les collaborateurs. En fait, on est allé en magasin. On s'est mis à côté d'eux et puis on a regardé comment ils faisaient leur contrôle. Et puis, on a aussi... Alors, il nous arrive aussi d'envoyer des questionnaires massivement aux magasins. Parce que, en fait, d'un magasin à un autre, d'une région à une autre, on a des pratiques différentes. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'on se déplace en magasin derrière une personne qu'on a tous les process existants. Donc maintenant, on envoie souvent des questionnaires. Alors, les premiers temps, quand la designeuse est arrivée, qu'elle a dit « on va envoyer des questionnaires au magasin », les gens l'ont regardé avec des yeux comme ça. Quoi? Tu vas polluer les magasins, ils ont déjà suffisamment de tâches à faire, on ne va pas en plus leur envoyer des questionnaires. Et puis, en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que le premier questionnaire envoyé, on avait 170 réponses. Donc, la designeuse avait mis un petit message, est-ce que vous acceptez qu'on vous recontacte par la suite? Et donc, elle a commencé à se constituer sa petite base d'utilisateurs comme ça qu'elle peut contacter sans forcément avoir à passer par les canaux officiels pour envoyer les questionnaires. Pareil, la collecte des données, je vous l'ai montré tout à l'heure sur un autre projet, on a beaucoup d'informations existantes, donc on est venu les récupérer.
L'enjeu, c'était de passer d'un parcours papier à un parcours digital. Donc pareil, il a fallu remettre à plat tous les parcours utilisateurs. Ça, c'est la designeuse qui a travaillé là-dessus. Et puis, sur la base des prototypes, donc sans encore commencer les développements, on est allé en magasin avec les prototypes faits sur Figma. Et puis, on a mis le proto entre les mains des collaborateurs et on leur a demandé, allez-y, testez l'application, dites-nous ce que vous en pensez. Et comme, pareil, on ne pouvait pas toucher, on ne pouvait pas aller dans tous les magasins de France, on a utilisé Maze pour envoyer à plusieurs collaborateurs et avoir des retours de ce type-là, avec les zones qui sont cliquées, le taux de satisfaction, etc. Donc ça, pareil, c'est la designeuse qui a travaillé sur tous ces parcours-là et qui a fait valider le parcours au magasin. Et puis ensuite, on s'est dit, voilà, on a envie de faire tout ça, mais on ne va pas mettre 6 mois ou 1 an à développer tout ce projet magnifique de bout en bout. On va essayer de le prioriser. Et donc là, on a travaillé sur un user story mapping standard, où on s'est dit, telle fonctionnalité CV1, telle fonctionnalité CV2. Et puis, on a déployé sur des pilotes, donc 6 magasins qui se sont portés volontaires pour tester notre application. Et en fait, on a fait un suivi toutes les semaines avec eux pendant 2 mois, où vraiment, on s'est dit, toutes les semaines, allez, dites-nous ce qui ne va pas, et puis on corrigeait dans la foulée. Et donc, on faisait des mises en production toutes les semaines. Et là, les personnes qui étaient en charge de la gestion des déploiements chez Carrefour me disaient, mais il y a un problème avec votre application, vous faites des déploiements toutes les semaines, ça ne va pas du tout, il faut que vous testiez mieux ce que vous faites. On leur dit, mais c'est pas de la correction de bugs, c'est qu'on améliore en continu. Donc il y a vraiment un truc aussi à changer dans la façon de percevoir les mises en prod régulières. Et puis, quand on a déployé notre appli, hop, on s'est rendu compte, on a regardé les taux de connexion à cette application-là, qui était utilisée avant par à peu près une quarantaine de magasins, et là on voit déploiement, on est à quasiment 150 magasins qui l'utilisent. Et ça, on n'a pas pu le faire toute seule, puisqu'on est une équipe beaucoup féminine, mais on a eu besoin de l'appui des coachs en magasin. Et donc, il y a eu un gros travail de communication auprès des coachs pour montrer l'application, pour former, pour accompagner sur les formations qu'ils faisaient à leur magasin. Et c'est aussi en se créant des alliés côté métier qu'on a réussi à faire utiliser cette application-là. Tout seul, on ne peut pas y arriver, en fait. Okay, merci. Ok, donc on a en effet, il y a eu un petit peu d'appel à l'IA, hein, clairement, mais... Donc la boîte à outils, là l'idée c'est de refaire un petit focus en fait un petit peu plus générique sur quasiment des conseils, on va dire, qu'on peut se permettre de donner en tout cas et qu'on va retrouver en commun dans ces grosses sociétés. Donc le premier, ça je pense que vous l'aurez assez compris, c'est le côté force de communication. Donc ça, si on ne communique pas, on est clairement mort dans ce genre de grosses sociétés. Pour reprendre un petit exemple aussi que j'avais vu et qui fait un parallèle, que ce soit chez Bell ou côté France Travail également, c'est qu'on va avoir énormément de rôles différents. Donc déjà de par Safe, et puis ensuite au sein même de l'entreprise, on va avoir typiquement des analyses fonctionnelles, on va avoir des architectes solutions également, architectes produits, on va avoir différents types de PO, parfois des PPO, PM également, à différents niveaux. On peut retrouver aussi, alors il y avait une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est que chez Bell, typiquement, il y avait une squad donc, qui s'appelait l'équipe Tiger, qui était composée uniquement de pointures. Quand je dis pointure, donc c'était des personnes qui étaient uniquement des lead dev qui avaient une certaine ancienneté, qui typiquement pouvaient se permettre de venir se déplacer pour renforcer une squad ou une autre sur des moments précis, qui également avaient un historique et puis des compétences forcément techniques qui permettaient de venir renforcer en fait certaines équipes à certains moments. Il y avait également un architecte qui se retrouvait dans cette équipe et qui était transverse et très compétent. Chez France Travail, donc c'était pas forcément une squad dédiée, mais en tout cas il y avait 2 équivalents de lead dev qui fonctionnaient au sein même d'une squad et qui également pouvaient venir se déplacer d'une squad à l'autre, être présents également parfois sur des événements type Scrum, etc. Donc ça renforce vraiment ce côté, je pense, communication. Chez Carrefour, moi je pense que je passe 50% du temps au moins à faire des présentations, à parler de mon projet, à faire du reporting au management, etc.
Mais je soigne chaque communication que je fais vers mon management parce que c'est la base en fait, qu'ils nous fassent confiance, qu'ils sachent que ça avance, qu'ils connaissent les difficultés qu'on rencontre aussi quand on en rencontre et surtout qu'on communique énormément sur nos victoires. Voilà, on a fait ça, on a fait... Et c'est vrai que quand on a mis en production le projet, quand on a déployé le projet que je vous ai montré, les gens nous ont dit bah, vous avez beaucoup communiqué, on voyait les évolutions qui arrivaient régulièrement et ça donne confiance dans l'équipe et dans les projets qu'on mène. Vous communiquez sous quelle forme? C'est-à-dire qu'il y a des copies Alors il y a plein de choses. On a des alors déjà on doit tout le temps faire des présentations PowerPoint pour présenter ce qu'on a fait. Et en fait, il y a des têtes parfois qu'on ne connaît pas qui viennent voir sur les présentations parce que ce sont des présentations qui sont données de personne en personne dans des meetings, etc. Après, on a communiqué à ce qu'ils appellent la Value Tower. C'est tous ceux qui vont valider financièrement les projets. Donc on est allé sur un de leurs meetings qui est exclusivement financier, ce sont des contrôleurs de gestion la plupart du temps, et on leur a expliqué, on leur a montré concrètement, bah voilà ce qu'on a fait, voilà l'application, à quoi ça ressemble et à quels enjeux on vient répondre. On a un board d'avancement qui est alimenté toutes les semaines et qui permet d'alimenter des présentations pour le COMEX de Carrefour. En fait, c'est vraiment à tous les niveaux. On va travailler sur plein de présentations qu'on fait, refait, en mettant des petits éléments un peu différents selon la cible à laquelle on s'adresse aussi, puisque forcément, on ne va pas parler de discovery à n'importe qui, ça ne parle pas à tout le monde. Donc, il faut aussi beaucoup adapter son jargon. Et moi, ça, c'est un truc sur lequel je fais très attention. Je ne vais pas parler de focus, je ne vais pas parler de discovery à des personnes du métier, parce que ce n'est pas leur milieu, quoi. Et il faut savoir s'adapter à son interlocuteur. Et combien de temps pour dégager un budget pour engager la démarche MVP et Test and Learn dans les magasins? Combien de temps, c'est-à-dire? Combien de personnes à convaincre pour avoir un budget pour faire le projet comme tu nous l'as décrit? Alors ça dépend des projets, mais en fait, du coup, tout l'enjeu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'aller convaincre la bonne personne qui est tout en haut et qui va pouvoir faire redescendre et pour lesquelles ça va être une évidence. Donc nous, notre enjeu, c'est d'aller convaincre avant tout les décideurs. Et puis après, ça retombe, et puis c'est des discussions au fur et à mesure dans les équipes, etc. Mais dans le cas précis de l'exemple que tu nous as donné... Avant, alors ça, c'était vraiment ce contrôle qu'ils font là, c'est un truc sur lequel les magasins sont objectivés quotidiennement, c'est les stats qu'ils regardent quotidiennement. Donc là, on n'a pas eu besoin de convaincre beaucoup de monde pour leur dire ce truc-là, on va l'améliorer, on va faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de produits qui soient contrôlés. C'est vraiment un sujet, un irritant majeur pour les magasins, le fait que ce soit sur papier. C'était un projet qui était porté par la direction, qui avait énormément de valeur. C'est une métrique que tout le top management regarde, donc ça a été assez rapide. Okay. Ils ont réussi à sortir de la démarche, la question de combien ça va coûter? Non. Donc on a fait une estimation qui forcément a été fausse et donc on a voilà. Mais ça que ce soit la start-up ou le grand groupe, je pense qu'on est tous ok sur la valeur des estimations, voilà. Et puis je dirais en fait nous moi mon combat c'est de travailler très étroitement avec nos interlocuteurs métiers. Donc chez nous, c'est les coachs magasins, le responsable des coachs magasins et le responsable de l'excellence opérationnelle. Et donc chaque fois que je travaille un sujet, je m'assure que ce soit le sujet prioritaire pour eux. Et si ce n'est pas le cas, je sais que ça ne va pas coller. Si c'est le cas, ils vont porter auprès des magasins, auprès du top management et c'est là que ça va marcher. Et ils deviennent ambassadeurs ça coûte plus cher que prévu, mais c'est bien, on continue. C'est ça, exactement. Ça rejoint beaucoup le côté en fait, retour sur investissement. Puissance des méthodes. Oui, les méthodes. Ouais. Alors, moi, j'ai intégré Carrefour aussi parce que j'avais envie de travailler avec la méthode Focused, dont j'avais entendu beaucoup parler, mais que je n'avais jamais pu pratiquer en agence parce que ça ne s'adaptait pas trop et en start-up parce que ça n'existait pas à l'époque où j'étais en start-up. Et donc, j'ai eu de la chance de travailler avec la designeuse qui a beaucoup pratiqué ce framework avant. Chez Sephora qui est aussi un grand groupe, donc elle était très à l'aise avec le framework et moi ça m'a permis de vraiment monter en compétence là-dessus et ça a été, pour moi ça c'est vraiment très différenciant parce que c'est une méthode qui axe beaucoup sur le livrable, qu'est-ce qu'on va produire à la fin et en fait le livrable c'est la clé de la communication et quand on arrive en réunion avec plein de monde autour de la table et qu'on leur dit voilà ce qu'on a fait comme discovery et qu'on a un board comme je vous ai montré tout à l'heure avec toute la donnée qu'on a analysée, voilà les shadowing qu'on a fait avec des photos de tout ça, qu'on leur dit voilà ce qu'on a envie d'aller changer comme métrique et voilà les damage control, enfin les risques qu'on a repérés. En fait, quand on a tout ça qui est posé, qui est clair,
ça permet d'aligner les gens et ça permet de communiquer et d'avoir une puissance quand on vient en réunion, on leur dit bah voilà, on a fait tout ce travail-là. Il n'y a plus beaucoup de gens pour dire ah, maintenant ce que vous faites, ça n'a pas trop de valeur, quoi. Et ça a vraiment été pour moi une révélation de me dire cette méthode-là, elle est hyper adaptée, notamment pour des boîtes où il y a énormément de personnes à convaincre et à aligner. Pour ma part, alors en effet, il y a plusieurs méthodes qui peuvent se retrouver chez les clients, mais après, c'est plutôt, je trouve, un mindset en fait, que j'ai travaillé et que j'essaie aussi de distiller, on va dire, auprès des équipes, qui rejoint pas mal en fait, ce côté 20-80. Donc, je me rappelle, il y a quelques années, Web Today, on a quelqu'un qui était venu présenter justement au sein de sa startup ce livre, en fait, l'essentialisme, et qui permettait clairement, plutôt que de se disperser, partir dans toutes les directions, de plutôt essayer de faire des choix, de faire les bons choix et d'avancer dans une direction. Et ça, c'est un truc que je trouve très important dans nos grosses sociétés, c'est que ça soit au niveau de la data, il faut faire des choix, que ce soit au niveau des indicateurs de suivi, il faut faire des choix aussi. Je trouve qu'une société, malheureusement, qui parfois a plusieurs centaines d'indicateurs de suivi, alors oui, c'est beau, ça remplit bien le tableau, c'est plein de couleurs, mais malheureusement, c'est pas lisible par grand monde. Et puis en fait, pour pouvoir faire les suivis, faire les évolutions, au contraire, c'est mieux de se concentrer sur un nombre beaucoup plus réduit d'indicateurs, quels qu'ils soient, et de faire les bons choix. Donc en tout cas, ce livre-là et puis cette méthodologie, typiquement, m'avait beaucoup inspiré et ça permet aussi beaucoup d'alléger l'esprit. Et je trouve que dans nos rôles produits, savoir prendre de la hauteur, c'est également quelque chose de clé. Donc le fait de simplifier les choses, de les voir de façon plus simple, clairement, ça nous permet aussi d'avancer plus rapidement. La magie de l'équipe produit. Alors, je fais un petit clin d'œil à JB qui est dans la salle, avec qui j'ai formé un duo UX PM de choc dans ma précédente expérience. On avait aussi un lead dev qui n'est pas là ce soir, mais avec qui on avait une proximité très forte et qui nous a permis d'être très bons dans ce qu'on faisait. Et chez Carrefour, c'est pareil. En fait, j'ai trouvé... on a une équipe qui est très très proche, la designeuse, le lead tech. On a un peu moins de proximité avec le métier, mais en tout cas, on a un trio qui est très fort. Et ça change tout parce que on se fait une réunion, on s'aligne, on se comprend, on a la même envie, on se motive entre nous. Quand il y a des moments un petit peu plus difficiles, on arrive à se rebooster. Et en fait, c'est vraiment pour moi la clé de la réussite, c'est avoir déjà une équipe qui est hyper motivée, qui va dans la même direction. Et du coup, c'était mon challenge avant en agence, c'était embarquer le client et lui faire comprendre ce qu'on fait et l'emmener avec nous, l'intégrer dans ce trio-là. Aujourd'hui, c'est mon challenge avec le métier. On parle de 4 in a box, mais en réalité, c'est plutôt un 3 in a box et puis le métier à côté. Et vraiment, l'enjeu, c'est justement de commencer à créer cette proximité avec le métier aussi. Et donc, c'est un petit coup de fil. Bon, voilà, on vient de déployer ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es content? Passer un petit chat au coach des magasins. Qu'est-ce que tu en penses? Quels sont les irritants de tes magasins en ce moment? Et c'est essayer de créer aussi ces communications un peu informelles et cette proximité avec tous les interlocuteurs avec lesquels on est amené à travailler pour qu'on soit plus fort, qu'on soit promoteurs les uns des autres, qu'on se motive les uns les autres à avancer. Et moi, c'est vraiment ça qui fait que j'ai envie de me lever tous les matins. C'est mon équipe. Oui, tout à fait. Je te rejoins totalement là-dessus. C'est vrai que typiquement, je me rappelle très bien d'un PI Planning chez France Travail. On avait fait le choix en fait, de faire venir le métier au PI Planning. Ça peut paraître un petit peu particulier parce que c'est vrai qu'on peut se dire, pas forcément des gens qui sont de la tech, qu'est-ce qu'ils vont comprendre là-dessus? Et en fait, ça a eu plein d'effets positifs, que ce soit au niveau des équipes techniques parce que justement, on avait le métier à côté de nous, donc typiquement, on pouvait savoir un petit peu au niveau des priorités ce qui était plus intéressant, etc. Et puis il y a eu un bon effet aussi en termes de compréhension un petit peu de la manière dont les équipes techniques travaillent pour le métier. Et ça a eu vraiment des effets positifs sur le long terme, parce qu'en fait, on le voyait après au quotidien, où quand on discutait avec eux, ils disaient « oui, tiens, forcément, venir changer cette feature, cette fonctionnalité, non, ça ne va pas se faire dans les 2 mois, ça prend un peu plus de temps. » Et donc voilà, et ça permettait de mieux travailler vraiment avec ce métier. Côté équipe produit, et là où je te rejoins aussi totalement, c'est que pour moi, je trouve
que chaque personne n'a pas forcément un rôle à jouer avec des limites très précises. Si j'ai un UX qui vient me dire bah tiens, tu vois, ça, niveau développement, ça risque d'être plus facile si on le fait comme ça, parce qu'il y a peut-être un peu aussi cette sensibilité. Je suis preneur. Au contraire, l'idée, c'est vraiment de venir échanger là-dessus. La même chose avec les équipes de développement. Quand les équipes de développement peuvent nous dire, bah écoute, peut-être que pour l'utilisateur final, il y a cette solution-là qui a été envisagée. On a une belle maquette, un beau Figma, mais on peut peut-être faire autrement. On gagnera aussi 10 jours de développement et pour l'utilisateur, ça sera bénéfique. Mais tant mieux, et je le remonte, et je te rejoins totalement là-dessus. C'est le côté communication, et je trouve que les rôles de produit sont vraiment l'interface en fait entre le côté métier, côté technique, et puis il faut faire profiter de ça au niveau des équipes produits. Et puis moi, j'essaie de mettre les devs dans les calls avec les magasins où on va venir présenter l'application, on peut avoir les retours en direct. Ça a beaucoup de valeur aussi pour eux de voir que l'application qu'ils ont développée, elle est appréciée, qu'à tel point par contre qu'il faut améliorer, ils comprennent pourquoi il faut l'améliorer. Et ça change tout en fait. Utiliser aussi l'application et pas forcément rester que côté code. Oui, c'est ça. Ouais. Et pareil, dès qu'on a des retours positifs mais qui ne sont pas là pour voir, hop, un petit message pour info, j'ai eu tel magasin au téléphone, ils sont hyper contents. Voilà. Et ça permet de créer aussi de l'émulation et de motiver les équipes qui sont un peu moins amenées à communiquer avec les magasins ou le métier. Ils ne sont pas sur le carrelage. Ouais. C'est ça. Je crois que c'était tout, non? Tout à fait, tout à fait. On va pouvoir passer à la phase des questions. J'espère que vous en avez. Par rapport à la grande distribution, est-ce que en fin de compte, est-ce que vous yotez ce que fait la concurrence, surtout que le retail en distribution, il y a petit, donc est-ce que vous checkez un peu ce qui se passe ou... Au niveau de mon produit, pas du tout. Peut-être que, certainement, au niveau du groupe c'est fait, et puis on a souvent, on a quasiment tous les mois des positionnements de Carrefour par rapport à telle personne, par rapport à tel groupe, perte de part de marché, gain de part de marché. Donc oui, je sais que c'est très regardé au niveau du top management. Nous, notre objectif au quotidien, c'est d'améliorer le quotidien des équipes sur le terrain et de faire face à leurs défis du quotidien. Donc en fait, ce que fait la concurrence, c'est moins, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est d'aller améliorer les rouages et donc de s'appuyer sur du concret, sur ce qui se passe avec eux. Après, par contre, dans le framework Focus, il y a une partie qui s'appelle Style, où on vient piquer des idées d'autres produits, que ça peut être d'autres produits internes ou d'autres produits sur le marché. Donc là, oui, il va y avoir un petit travail, on va aller voir ce qui se passe ailleurs et les bonnes pratiques ailleurs. Mais par contre, on essaie vraiment de coller à concrètement là, qu'est-ce que j'ai sous les yeux, qu'est-ce que je vois comme problème et comment je peux le résoudre. Okay. En complément de cette question, justement, il y a vraiment une différence, on va dire, dans l'application en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, sur cette fonctionnalité-là Alors, où il n'y a pas tous ces pays qui font à peu près la même chose. Non, il y a quand même des bases communes, ouais. Mais il y a des façons différentes de faire quand même. Il y a certains pays dans lesquels le remplissage du rayon, ça va être la longueur du rayon, la largeur du rayon, la hauteur du rayon. Il y a d'autres pays dans lesquels ça va être la surface totale divisée par deux. Enfin, c'est des petits éléments comme ça qui ont l'air de rien, mais qui en fait ont un énorme impact sur la gestion du magasin, la technique, etc. C'est un exemple parmi d'autres, hein, mais il y a quand même des différentes approches et des différents outils surtout. C'est-à-dire qu'en Belgique, ils n'utilisent pas du tout le même back-office qu'en France, et donc pour aligner tout le monde, c'est compliqué. Justement, comment vous gérez cet alignement cette cohérence et cette consistance en fait, entre les différents outils C'est pas facile. C'est pas facile, et ça c'est un des enjeux pour moi qui sont principaux et qu'on a du mal à relever. C'est aujourd'hui, en fait, il y a plein de petits. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a plein de petites applications qui naissent pour essayer d'être plus agile et apporter de la valeur plus rapidement au magasin et pas passer par le gros mastodonte qui existe depuis 20 ans. Sauf que du coup, pour les magasins, ça les oblige à switcher d'une application à une autre. Et donc, notre enjeu, c'est arriver à avoir un point d'entrée qui va rediriger vers d'autres trucs. Et ça, c'est difficile. Et aujourd'hui, justement, tu dis qu'il y a plusieurs applications. Ouais. Comment on s'assure qu'il y a une consistance entre ces applications en termes de parcours, en termes de
patterns en fait, qu'on puisse retrouver Alors, par exemple, ma designeuse, chaque fois qu'elle va travailler sur des maquettes, elle va aller voir ce qui se passe sur l'outil qui est utilisé par 100% des gens en magasin, le mastodonte d'il y a 20 ans. En fait, là, il y a déjà des process qui sont en place et on essaie de prendre les mêmes process modernisés dans les nouvelles applications. Donc, il y a quand même, on essaie de rester sur des choses qu'ils connaissent en modernisant, en nettoyant un petit peu parce qu'il y a plein d'informations parasites dont ils n'ont pas besoin. Voilà, donc c'est comme ça qu'on assure la cohérence et sinon il ne faut pas se leurrer, hein, il y a plein d'applis qui ne sont pas cohérentes parce qu'il y a plein d'équipes, plein d'outils différents. Donc moi au niveau de mon produit j'essaie de rester cohérente avec l'application centrale, mais c'est peut-être pas le cas partout. Est-ce que vous tuez des apps des fois ou pas? On essaie. On essaie, mais c'est très dur. En fait, là, ils veulent justement essayer de tuer cette vieille app qui est un énorme monolithe technique, mais sauf que ça demande des années de travail. Donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé à développer les autres petites applications à côté. Puis, quand une petite application, on se rend compte qu'elle n'est pas utilisée, qu'elle n'est pas appréciée, le combat, c'est d'arriver à convaincre que ce n'est pas la bonne solution. Mais c'est très difficile de tuer une app. Tu peux avoir aussi typiquement, je l'ai vu pas mal chez Bell, donc le fait de retravailler complètement en fait le système. Là pour le coup on était parti sur une architecture en microservices, donc on en avait une 50aine, ce qui permettait en fait après d'avoir en effet des éléments assez différenciants au niveau des applications en fonction des utilisateurs. Et puis tout ça se passait aussi forcément beaucoup au niveau de l'authentification. En fait on avait tout un tas de règles, de différentes typologies d'utilisateurs qui venaient ensuite utiliser différents microservices ou différentes API. Mais ça prend du temps et c'est quand on est assez avancé dans les processus de transformation. Ouais. C'est ça. Ouais, non, clairement. Typiquement, gestion des droits, c'est un petit peu la même chose côté France Travail. Hein. Il y a une équipe dédiée produit pour l'authentification, avec vraiment des experts là-dessus. Ouais. Donc, Et vas-y, Julien. Ouais. Comment on fait pour essayer d'insuffler une culture produit quand on est dans un rapport plus client-fournisseur, qu'on n'a pas forcément accès au client final, à l'utilisateur final? De quelle manière tu récupères les informations, c'est ça? Le feedback? On a insufflé une culture produit en fait quand tu es vraiment en mode client-fournisseur, on t'incite en objectif sur faut livrer dans les délais, faut livrer rapidement, etc. Mais tu n'as pas accès aux utilisateurs derrière. Je pense que l'objectif c'est de montrer un petit peu ce que chacun a à y gagner déjà. En tout cas, c'est la manière dont je vois les choses. Hein. C'est montrer typiquement que l'utilisateur final, il a à y gagner à donner du feedback parce que l'application va évoluer dans le bon sens qui est le sien et qui lui permettra donc d'être plus rapide, plus efficace et d'avoir une application qui lui correspond mieux. Il y a aussi beaucoup, je trouve, hein, le fait de motiver après même les clients via les contacts qu'on a chez eux. Donc typiquement, ça peut être nos commerciaux dans les équipes. S'ils viennent discuter avec eux régulièrement que le feedback est intéressant, il faut aussi être transparent, montrer qu'on améliore l'application, etc. Donc je pense qu'on est globalement pas mal sur de la communication transverse et c'est ce qui permet d'améliorer l'application. Mais moi je dirais, alors ça je l'ai plutôt vécu en agence parce que du coup j'ai connu ce rapport client-fournisseur, je dirais un petit peu le même principe de la stratégie des petits pas. Il ne faut pas tout révolutionner. Il y a des choses qui sont comme elles sont, il faut faire ce qu'on nous demande de faire et donc voilà, on n'y a pas trop à discuter. Par contre, à côté, en parallèle, commencer à montrer qu'on peut faire certaines choses différemment. Qu'on a commencé à aller sur le terrain, récupérer du feedback utilisateur et arriver avec une proposition et un livrable nickel. Où on dit, voilà, on a telle donnée, on a observé tel truc avec des choses très factuelles et on te propose de faire ça. Et bien là, tout de suite, ça donne beaucoup plus de crédibilité que « allez, viens, on fait une discovery qui va durer on ne sait pas combien de mois et puis on va faire du produit, mais c'est quoi le produit en fait ?» Et c'est ça, pour moi, c'est faire « ok, je fais ce que tu me dis, j'exécute ». Et en parallèle, je commence à trouver une façon différente de travailler. Je mène mes petites enquêtes, je fais mes études, j'interroge les utilisateurs, je constitue un dossier et à la fin, j'arrive avec mon dossier qui est bien ficelé et qui va permettre de convaincre, de me faire confiance et d'aller sur tel ou tel développement. On peut aussi mettre un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de récupérer du feedback à travers même l'application. Parce qu'en fait, c'est assez efficace, ça ne prend pas de temps à l'utilisateur, ça ne demande pas non plus de sortir en fait, d'un certain écosystème.
Et puis, je trouve aussi que ça convainc assez rapidement le client, parce qu'en fin de compte, lui, il n'y a pas vraiment d'action spécifique à faire, pas beaucoup plus d'efforts. En termes de budget, en général, c'est assez raisonné aussi. Donc c'est aussi une des manières de récupérer ça et de commencer à monter en effet ce dossier entre guillemets pour le client et puis pour permettre d'avancer en tout cas sur d'autres fonctionnalités. Et après clairement, dès qu'on a de la conduite du changement, on a forcément des freins et quand ça vient côté client qui en plus est la personne qui forcément maîtrise le budget, c'est un petit peu plus complexe, ça met un petit peu plus de temps et puis il faut vraiment, je trouve, bâtir ce dossier basé sur du ROI pour le client. Il faut arriver avec du solide. Ouais. Et de la valeur, la promesse de valeur. Et pour revenir à diffuser la culture produit dans un grand groupe, on entend relever le défi du digital du grand patron de Carrefour. Et donc derrière, ça a été annoncé, on va s'organiser en mode produit de haut en bas, ou alors c'est en shadowing que tu mets tes expériences avec tout ce que tu nous as dit. J'avais mis le rêve en intitulé, c'est parce que oui, les grands patrons communiquent sur le 4 in a Box, oui, on veut être digital, mais en fait, c'est très bien en fait qu'ils disent ça, c'est déjà ça monte le cap. Mais après, derrière, il y a plein d'habitudes et de personnes qui ont toujours travaillé d'une certaine façon qu'il faut amener à changer. Et donc j'ai envie de te dire, en fait, ça va dépendre de chaque équipe. Il y a des équipes dans lesquelles on travaille encore à l'ancienne, en mode cycle en V, etc. Il y a des équipes où ils ont réussi à mettre un petit peu de sang neuf et où là, on va aller tester des choses. Mais il y a différentes vitesses. Et il n'y a pas de volonté à amener tout le monde à réfléchir, à se transformer il y a une volonté, mais parfois ça ne prend pas. Et surtout, dans les phases un peu plus difficiles économiquement, on a tendance à se replier sur ce qu'on connaît, sur ce qui n'est pas trop risqué. Et donc le challenge un peu en ce moment, c'est de se dire continuez à nous faire confiance là-dessus. Fonctionnons en OKR. Ne reproduisons pas cette erreur de partir en cycle en V sur des projets de 1 an, 2 ans. Voilà. Ok, et donc toi et ton équipe, vous êtes rattachés à la DSI ou vos représentants de métier? Alors, c'est très bizarre. Moi, en tant que PM, je suis rattachée à la direction hypermarché-supermarché. Le lead tech et la designeuse sont rattachés à la DSI. Voilà. Donc, encore plus bizarre, on travaille parfois pour des magasins de proximité, mais qui sont encore dans une entité à part. Ça ne nous empêche pas de travailler. Non, ça nous empêche. Voilà, après, il faut arriver à activer les bonnes personnes, etc. Ça ne nous empêche pas de travailler, mais parfois, il y a des intérêts qui sont divergents. Et donc, c'est là où c'est plus compliqué. Différents personnages, en fait. Oui, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure des coachs. Les coachs, chez Carrefour, ils sont rattachés à vous, non? Ils sont rattachés à la même direction que les PM, à la direction excellence opérationnelle. Assurer la partie PMR, entre guillemets. C'est quoi les coachs? Les coachs, ils s'assurent des bonnes pratiques en magasin. Ils s'assurent qu'en magasin, les collaborateurs, ils appliquent les bons process. Okay. Et ils forment. Et ils challengent sur tel ou tel chiffre. Okay.